enfin, on sera 3 intervenants et on va commencer par se présenter et puis voilà, en termes de règles du jeu, les choses sont assez simples. C'est une présentation qui sera séquencée en plusieurs parties et donc on vous propose, voilà, de prendre des temps d'échange plutôt à la fin de chacune des parties et puis vous avez parallèlement la zone de discussion, le chat, donc n'hésitez pas à mettre vos questions qu'on pourra récapituler en fin de séquence et auxquelles on pourra aussi répondre en cours, à l'écrit en cours de discussion. Donc je garde la parole pour me présenter. Je m'appelle Marie Aboulker, je travaille à la Banque des Territoires à la direction du réseau, en particulier sur le programme Action Cœur de Ville et notamment sur les sujets de nature en ville et d'aménagement. Bonjour à toutes et à tous, Alexia Andréadakis. Alors, je suis dans la même direction du réseau dans la Banque des Territoires auprès de Marie et je suis sur l'ingénierie territoriale, donc qui comprend à la fois la qualification des besoins liés à des projets au sein des territoires et puis au financement d'ingénierie territoriale sur l'eau et la biodiversité. Vous voulez que je me présente? Oui, donc Antoine Chauve, moi je travaille à la Banque des Territoires, à la direction de l'investissement, dans un département qui s'occupe de manière assez large de transition énergétique et écologique, et je suis en charge, en tant qu'investisseur, des sujets autour de la biodiversité, de l'eau et de la compensation à la fois carbone et de renaturation, notamment dans le cadre de la loi du zéro artificialisation nette. Merci. On peut démarrer. Ouais, on peut démarrer. Alors, je fais donc, peut-être, la première question et peut-être première séquence d'introduction. Si vous vous êtes inscrit à ce webinaire sur, la compensation et la renaturation, c'est parce que vous voulez qu'on parle de biodiversité. C'est vraiment ça le 1er point et c'est sur lequel on va insister d'abord dans cette introduction qui va revenir également sur les intentions de ce webinaire. Alors, je passerai assez vite, hein, sur ce premier élément parce que c'est des choses qui sont connues. D'abord, qu'est-ce que c'est la biodiversité? Qui recouvre à la fois l'ensemble des milieux, l'ensemble des formes de vie et leurs interactions. Et puis la biodiversité, ce sont à la fois donc ces milieux, ce sont également les espèces et puis dernier niveau, tout ce qui va relever au sein des espèces, la diversité génétique au sein des espèces. Pourquoi est-ce qu'on parle de biodiversité aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est enfin, quel est l'enjeu, sur lequel on veut insister? C'est le fait que, la biodiversité fournit des services écosystémiques, à la fois des biens au sens où des ressources, typiquement, enfin, voilà, les ressources agricoles, la matière première et cetera et des services parce que, la biodiversité joue un rôle, par exemple, de régulation climatique ou, de prévention des risques, par exemple des risques inondations. Pourquoi aujourd'hui enfin ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la biodiversité est menacée. On parle de nouvelles extinctions de masse et d'après, l'IPBES qui est le GIEC de la biodiversité selon la formule consacrée, la biodiversité est aujourd'hui soumise à 5 grandes pressions, qui contribuent à cette fragilisation et à cette menace de la biodiversité. Donc je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails, mais donc première pression, le changement d'usage des terres et de la mer selon la formule consacrée et c'est lié à, la destruction des habitats, en lien avec, la présence humaine et l'activité humaine. 2e pression, la surexploitation de certains organismes. Alors, c'est vraiment lié à la surexploitation des ressources et donc un seul exemple dont on parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, la surpêche ou la exploitation des ressources forestières. Le changement climatique qui a un impact non négligeable sur la biodiversité parce que ça contribue à des évolutions de comportement et à des fragilisations, des espèces, quelles qu'elles soient. 4e grande pression, les différentes formes de pollution. Alors à la fois, on peut parler par exemple, des pollutions, chimiques, des microplastiques, mais aussi des pollutions qu'on perçoit moins comme des pollutions, par exemple la pollution lumineuse. Et dernier élément, les espèces exotiques envahissantes, qui sont des espèces qui sont introduites par les humains et qui sont issues d'autres milieux et qui, contribuent, lorsqu'elles sont implantées dans d'autres milieux, contribuent à menacer la biodiversité existante et les écosystèmes. Donc ces différentes pressions sont essentiellement, anthropiques et ça constitue vraiment
ce pourquoi aujourd'hui on a collectivement intérêt à agir sur la biodiversité. Et alors, malgré cet intérêt à agir et puis cette prise de conscience qui apparaît plus ou moins éloignée de nous, on peut le dire aussi, de ce maintien d'un équilibre global auquel nous appartenons et d'ailleurs duquel dépend la survie aussi de notre propre espèce. La biodiversité, ça reste quand même rarement la porte d'entrée pour le passage à l'action, pour la construction et la définition de projets territoriaux liés à la préservation et restauration des écosystèmes. On va avoir des portes d'entrée qui sont liées à des besoins territoriaux qui s'articulent plus ou moins, qui se juxtaposent plus ou moins, aussi plus ou moins restreints. Et pour donner quelques exemples, alors là, c'est quelques portes d'entrée, mais liées au projet d'aménagement et derrière une offre développée sur mon territoire, une offre de compensation, notamment compensation écologique anticipée, pour aussi permettre, je ne sais pas, la réindustrialisation sur un territoire, pour donner qu'un exemple. Ça peut être aussi l'amélioration du cadre de vie, c'est-à-dire j'ai un ruisseau qui passe le long de ou dans mon village, qu'est-ce que je peux faire comme travail sur les berges pour améliorer l'attractivité de mon territoire? Ça peut être aussi très bien, je suis un territoire je dépends d'une ressource en eau, par exemple, pour l'alimentation et pour la sécurisation en eau potable de l'ensemble de ma population. Ma nappe phréatique, duquel je dépends presque exclusivement, est très en lien avec mon milieu. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire comme action sur le foncier pour préserver la qualité de cette ressource en eau? Ça peut être une dernière, le climat, bien sûr, on a souvent cette porte d'entrée qui va être comment je peux limiter mes îlots de chaleur urbains ou encore comment je peux limiter mes eaux de ruissellement en travaillant sur la désimperméabilisation de certaines zones et donc une réflexion sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Heu, voilà, et cette porte d'entrée, alors rarement c'est la biodiversité. Il y a bien sûr des études qui traitent la biodiversité, on va dire, comme objet en tant que tel, mais on est souvent encore sur des diagnostics plutôt centrés connaissances, inventaire précis, bibliographique, qui débouchent sur quelques actions, souvent, même si c'est pas toujours le cas, des actions ponctuelles de sensibilisation, formation. Hem et ce qu'on peut dire, c'est que cette approche qui est un peu silotée, quelles en sont les conséquences? Heu, L'entrée par un besoin territorial plus ou moins large, plus ou moins défini, c'est une chose, heu et ça peut être même multiplié par une entrée purement outil ou dispositif, qu'on va décrire par la suite. Qui, augmente le risque d'approches silotées les unes avec les autres, qui se parlent pas forcément et avec un manque, on pourrait dire presque de colonne vertébrale, que la biodiversité pourrait apporter entre l'ensemble de ces portes d'entrée qu'on a détaillées juste avant. Et ça rend d'autant plus difficile de relier ces projets ponctuels, donc à la fois avec les besoins territoriaux, mais également avec les enjeux plus globaux du maintien de la biodiversité et de cet équilibre que, Marie, a énoncé, en début de webinaire. Heu, il y a cette difficulté d'apporter une cohérence. Alors c'est pour ça, vu qu'on est souvent sollicité de par nos métiers et aussi pour de l'accompagnement, pour certaines études, pour l'émergence et puis la structuration de projets, heu, on a eu l'idée de ce webinaire. Voilà. Et oui, effectivement, l'idée vraiment de ce webinaire, c'est, on va dire, un webinaire que j'appellerais boussole, en fait, qui a vocation à vous aider à vous repérer entre les différentes notions, entre les différents concepts, entre les différents outils. Donc, on va pas nécessairement rentrer dans des études de cas, enfin, pas simplement nécessairement, on va pas du tout rentrer dans des exemples approfondis, dans des études de cas. Si jamais ça vous intéresse, vous nous l'indiquez et puis on pourrait faire des webinaires dédiés sur un sujet avec des retours d'expérience, mais ça, c'est vraiment pas l'idée aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de préciser les distinctions, préciser les notions
parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de confusion et ensuite, dans un deuxième temps, voilà, de rentrer dans une proposition méthodologique pour, comment dire? Essayer de dépasser le piège qu'on a identifié et qu'Alexia vient de rappeler, à savoir pour dépasser l'entrée strictement par les outils et pour avoir une approche qui replace la biodiversité au cœur des projets de territoire. Et ce qu'on s'est rendu compte, et avant de démarrer le vif du sujet, c'est que une des difficultés qui apporte énormément de complexité ou de confusion, c'est que derrière un même mot, et là j'ai mis les 2 mots qui apparaissent dans le titre de notre webinaire, eh bien en fait il y a plusieurs définitions. Il y a à la fois des définitions de concepts qui peuvent être plus pratiques, techniques, écologiques, même des définitions d'usage dans certains cas. Et puis pour le même mot, également des définitions juridiques qui font appel à un cadre d'application qui est bien délimité et spécifique. Et ça, voilà, ça crée, de la confusion. Alors, renaturation, par exemple, c'est un très bon exemple parce que, il y a souvent une définition qui est reprise d'Aronson, qui va être qu'on peut définir comme, le concept de la renaturation qui va être un retour à l'état naturel ou semi-naturel, d'un écosystème qui a été, endommagé, dégradé par les activités humaines, donc assez englobant. La définition d'usage, pardon, de la renaturation, on l'utilise, vu sa nature, surtout sur les milieux urbains. La renaturation, on part de loin, c'est-à-dire que c'est un milieu qui a perdu toute fonction et sur lequel on va venir, heu, plutôt avoir une logique de création de milieu. Et puis à ceci, on peut ajouter une définition juridique, notamment qui est apportée par la loi climat et résilience, de renaturation au sens du ZAN, donc qui, est un passage entre, des sols artificialisés en non artificialisés, mais avec une nomenclature qui est présente et que vous détaillera Marie par la suite, et qui limite finalement le champ d'application de la renaturation. Et on voit qu'avec la première définition donnée, celle d'Aronson, il y a déjà un écart. Donc voilà, on va essayer au maximum dans ce webinaire, lorsqu'on parle de définition juridique, de dire par exemple la renaturation au sens du ZAN. Et puis il y a le principe de compensation. Alors on aurait même pu mettre un S, parce qu'il y en a plusieurs et présents dans différents codes qui répondent d'ailleurs à voilà, à des logiques différentes. Ce qu'on peut dire en définition, c'est derrière la compensation, d'ailleurs presque quelle qu'elle soit, apporter une contrepartie qui est positive face à des incidences négatives qui sont souvent générées par des projets ou planifications. Mais derrière, en fonction de la compensation, de laquelle on parle, eh bien, il y a vraiment des logiques de mise en œuvre différentes. Et puis, on peut faire le lien entre compensation et renaturation, par exemple. La première définition de renaturation à Ronson, vous me dites quand eh bien, derrière la compensation, on peut avoir, de la création de milieux qui pourrait s'apparenter à de la renaturation. On peut avoir également de la réhabilitation de fonctions ou alors, de l'adaptation de mesures de gestion. Donc les cercles compensation et renaturation se croisent, également. Et enfin, le dernier mot qu'on a utilisé dès l'introduction, c'est le mot de restauration. Là, il apparaît pas. Heu, Finalement, la restauration, par rapport à la renaturation, on a cette idée de retour à un état initial, de réhabilitation plutôt de fonction d'un milieu. On pourrait dire, je vous ai dit la renaturation, on part de loin, la restauration, on part de moins loin. On va plutôt être sur cette notion de réhabilitation et on retrouve, de la restauration au sein même, de, la compensation dans la deuxième catégorie que je vous ai citée, qui est la réhabilitation de fonction. Tout ça, on commence à rentrer dans une complexité, on se dit: «C'est normal qu'on s'y perde» et en plus de ça, on peut passer à la slide suivante pour voir, que chaque dispositif répond et a un corps législatif qui lui est propre et a une logique de politique publique qui lui est propre également. Alors là, on s'est dit, cette frise-là, je vous rassure, c'est pas pour la détailler, mais et elle n'est pas exhaustive non plus, mais c'est les principaux textes qui, décrivent ou ont introduit un dispositif particulier. On voit, c'est assez étonnant d'ailleurs, qu'il y ait quand même une concentration depuis 2016, des nouvelles notions qui s'ajoutent et qui créent une complexité et on s'est dit, collectivement,
essayons de relever un défi, c'est dans une slide, essayer de mettre le plus de dispositifs possible et de les agencer pour avoir une vision panorama globale et la boussole dont vous parlez, Marie, qui est bien sûr à retravailler. Mais alors, on peut passer à la slide suivante. Et qu'est-ce qu'on a essayé de faire ici? C'est de joindre plusieurs informations de nature différente. Les entrées prioritaires, c'est les motivations à agir pour développer tel ou tel dispositif. Et on a essayé de classer l'ensemble des dispositifs déjà en 2 catégories. Celles qui relèvent d'obligations réglementaires et celles qui relèvent de démarches plus volontaires. Bien sûr, parce que ce serait trop simple, on se rend compte, et notamment avec la loi Industrie verte et l'arrivée d'un dispositif qu'on va vous détailler rapidement par la suite, qui s'appelle le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, que même les contours entre les démarches réglementaires et volontaires commencent à devenir un peu moins nets qu'avant et peuvent se mélanger. Il y a aussi des dispositifs qui vont être plus ou moins récents. Compensation écologique, finalement, est ancienne, 1976, l'arrivée dans le code de l'environnement de la compensation, associée à ce que maintenant on considère comme les installations classées pour la protection de l'environnement. Et puis d'autres qui sont bien plus jeunes. Alors, on pourrait notamment citer, ça apparaît sur cette slide parce qu'on a déjà fait une session auparavant sur ce thème, on nous a parlé de crédit biodiversité. Donc on a dit, il faut quand même le mettre dans le panorama, et puis Antoine Chauve en parlerait bien mieux que moi. Mais les crédits biodiversité, de ce qu'on voit du contexte international et dans l'Union européenne, c'est plus ou moins un dispositif qui s'apparente à de la compensation carbone volontaire. Simplement, on travaille sur d'autres métriques que la métrique de tonnes carbone évitées ou capturées seulement, et des métriques qui sont issues de la biodiversité. Et puis, il y a aussi des démarches volontaires. Alors, on a mis nature en ville. On aurait pu presque aussi faire indiquer les solutions fondées sur la nature, bien que les deux aussi s'entrecroisent. Mais on est vraiment dans une logique plutôt de comment on peut utiliser la nature, le vivant pour rendre des services. Donc c'est cette vision un peu derrière service écosystémique, et qu'on a beaucoup avec notamment l'adaptation au changement climatique. Voilà, cette proposition de panorama, simplement vous dire, parce qu'on n'en parle pas par la suite, donc tout ce qui est en rouge, c'est les dispositifs qu'on va vous présenter, mais très brièvement aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire ceux qui vous intéresseraient pour des séquences un peu plus ciblées, comme vous l'a dit Marie. La compensation agricole apparaît en grisé simplement parce que c'est une compensation qui est de nature différente. C'est une compensation financière pour dédommager les impacts faits à une filière. On n'est pas sur de la compensation par nature, comme peut l'être la compensation forestière, qui a une composante financière, mais aussi une composante nature, et puis la compensation écologique ou encore la renaturation au sens du ZAN. Voilà pour ces éléments introductifs, et on vous propose maintenant de faire plusieurs focus. Alors, on commence par la compensation écologique, et puis on enchaîne après sur la renaturation au sens du ZAN, la coopérative carbone, compensation carbone volontaire, présentée par Antoine, et puis la nature en ville, enfin. Alors, compensation écologique. D'abord, pour la décrire, je vous ai dit tout à l'heure, contrepartie positive face à une incidence négative engendrée par un projet ou une planification. Ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment que cette compensation écologique n'existe que par la séquence éviter, réduire, compenser, et que la démarche, c'est bien: j'ai un projet avec des caractéristiques données que je vais réaliser sur une zone qui a des caractéristiques écologiques X et Y. Mon projet va impacter cet environnement, et la démarche itérative qui va se produire, c'est comment je peux éviter le maximum d'impact, comment je peux, pour tous ceux qui n'ont pas pu être éviter, les réduire. Et une fois que j'ai évité et réduit au maximum, c'est quoi les impacts résiduels qui me restent? Et est-ce que ces impacts résiduels sont significatifs, oui ou non?
et c'est qu'à partir de là que la compensation écologique apparaît, si on a des impacts résiduels significatifs. Alors l'idée derrière cette séquence, c'est, ah Marie, je veux bien que tu reviennes juste avant, excuse-moi. L'objectif poursuivi, c'est bien qu'il y ait aucune perte de biodiversité, voire même qu'on soit sur une trajectoire de gain de biodiversité, parce que Marie vous l'a dit d'ailleurs, une des premières pressions, c'est l'artificialisation des sols. Donc c'est ça quand même l'objectif de cette séquence. Et maintenant on peut passer. Le principe le principe, c'est le suivant, alors schématisé vraiment de manière, simplifiée et sur d'un site, qui va être impacté. Donc on passe d'un milieu où on a un papillon, un sol fonctionnel, 2 arbres à, un aménagement et puis plus qu'un arbre, moins de fonctionnalité dans le sol et plus de papillons et du coup, on va essayer de se dire: «Bon alors mes pertes, c'est ça, c'est un arbre, les fonctions écologiques et le papillon. Il faut que je trouve sur un autre site à proximité fonctionnel, on pourra en discuter, bah, un site sur lequel je peux avoir un gain de un papillon, des fonctions écologiques des sols et un arbre et on fait des actions écologiques pour avoir, un gain qui est équivalent aux pertes. Donc c'est vraiment cette notion de balance. Bon sur, là, voilà, hem c'est une équivalence écologique qui est très discutée parce que très difficile à obtenir. Déjà rien que l'évaluation des impacts, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, donc voilà, mais c'est le principe et on peut passer à la slide suivante. Le cadre d'application, alors là, je vous ai mis les 2 textes qui portent ce cadre avec, quelles notions on retrouve dans quel article. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc je vous l'ai dit, on a un objectif, absence de perte nette. Pour réussir à atteindre cet objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire de gain, la règle, c'est l'équivalence écologique entre les pertes d'un côté et les gains de l'autre. Et alors pour ça, il faut trouver un site de compensation, un site sur lequel on va apporter ces gains à proximité fonctionnelle, du site sur lequel il y a les impacts. Donc ça, c'est dans la conception de la mesure, de compensation écologique et puis après, il faut que cette, compensation écologique, elle soit efficace du début jusqu'à la fin, des impacts qui sont générés par mon projet. Donc c'est les notions derrière efficacité, temporalité, pérennité. C'est une obligation de résultat et elle est portée par le maître d'ouvrage qui génère les impacts. Et alors parce que il y a le panorama de dispositifs, mais au sein même d'un dispositif, pour complexifier un petit peu, on a différentes portes d'entrée, qui font que, il y a des applications du dispositif qui sont propres à, différentes, portes d'entrée qui déclenchent la compensation écologique. Donc là, on se dit, ouais, ça commence à devenir, sacrément complexe, mais qu'est-ce qui peut on s'est posé la question: «Qu'est-ce qui peut déclencher la compensation écologique?» Beh, bien souvent, c'est, lié à, la nature de l'objet impacté, les plus fréquents, espèces protégées ou Natura 2000, les espaces Natura 2000. Heu, Ça peut être aussi lié à la typologie de projet et là, plutôt la logique, mon projet, nécessite une autorisation environnementale, donc ça vise à la fois ICPE et puis les installations IOTA liées au milieu aquatique, et puis le processus d'évaluation environnementale qui porte la majorité des mesures de compensation écologique. Donc ça, faut le savoir et qu'est-ce qu'on voulait vous dire à travers cette slide? C'est que par les procédures, qui déclenchent la mise en œuvre de la compensation écologique, eh bien, ça détermine sur quel objet et sur quelle composante de biodiversité, et donc la nature même, des opérations, qui sont à l'intérieur de ce qu'on appelle la mesure de compensation écologique. Et alors, il y a 2 modalités pour la mettre en œuvre, cette compensation écologique. Donc toujours, c'est le maître d'ouvrage qui a cette obligation de résultat et donc qui l'associe à son opération d'aménagement plus large. Soit donc la compensation à la demande, c'est
un maître d'ouvrage qui définit un projet, lance le parcours administratif pour avoir toutes les autorisations qui vont bien, et va réfléchir en fonction des impacts qui sont déjà bien définis, ses besoins de compensation, et qui va au cours, de manière aussi itérative et sur le temps long, au cours de son parcours administratif, définir sa mesure de compensation écologique, et donc savoir sur quel site, sur quel foncier il va installer sa mesure de compensation, quel gain de biodiversité il doit y apporter pour compenser ces pertes générées par son projet qui sont connues. Le deuxième cas, c'est la compensation par l'offre. Là, ça veut dire que, il y a un acteur qui peut être le porteur de projet, qui peut être un autre acteur qui anticipe et mutualise des besoins de compensation écologique qui vont, arriver sur une zone géographique donnée. Là, c'est une logique un petit peu différente. On peut l'appeler le porteur de projet de compensation par l'offre. Ce porteur de projet, il va se dire quels sont les besoins de compensation, et donc, bon, alors qu'est-ce que je peux anticiper comme besoin de compensation, et qu'est-ce que je peux générer comme gain et où pour répondre aux besoins de compensation futurs. Pour cela, il doit déposer une demande d'agrément auprès du ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires, en décrivant sa démarche et finalement en décrivant son plan de gestion et en justifiant que ces travaux de restauration répondent bien à un besoin de compensation écologique éprouvé. Et ensuite, quand un maître d'ouvrage vient s'installer, eh bien, il peut vendre par ce qu'on appelle des unités de compensation, comme il vend des obligations de compensation presque au maître d'ouvrage qui vient s'installer. Alors, ce qui est intéressant avec, on va dire de manière écologique sur ce dispositif, c'est que vu qu'on anticipe, et qu'on mutualise, on est sur des surfaces plus importantes. Donc les gains écologiques peuvent être, plus importants, c'est pas toujours vérifié, mais et puis aussi, on a ce respect de la temporalité qui est que lorsque les impacts vont être générés, normalement, on a déjà des gains de biodiversité qui sont installés sur le territoire. Et puis, on a un suivi sur le long terme qui est facilité parce que, il y a une personne qui se charge, pardon, de la restauration et de la gestion sur toute la durée des obligations, du site de compensation qui peut servir à un ou plusieurs maîtres d'ouvrage. Pour faire la compensation par l'offre, aujourd'hui, dans les textes, il y a que le site naturel de compensation qui est développé, on le détaille juste après, qui a évolué en SNCRR. Il n'y a pas d'autre forme légale pour faire de la compensation par l'offre. Il faut savoir que le coût des opérations, même dans ce cas-là, le porteur de projet SNC ou SNCRR fait une avance des coûts, mais in fine, si toutes les unités de compensation sont vendues, le coût des opérations reste bien à la charge de la ou des maîtrises d'ouvrage qui ont des besoins de compensation. Un exemple que vous devez connaître, assez connu parce qu'il y en a actuellement, il y a un site naturel de compensation en France, et c'est celui de Caussure. Donc je vous ai mis simplement quelques chiffres sur le budget, sur les étapes, hem, qui suivent, d'ailleurs, que ce soit par la compensation, par l'offre ou à la demande, toujours la même démarche de sécurisation et ou maîtrise, foncière, pour après faire un plan de gestion où on va réaliser un état initial, à T0 où on est, où on veut aller, et le où on veut aller, on le décrit dans un plan de gestion. Et puis en pensant aussi à l'après, voilà, c'est-à-dire, après la fin de l'obligation, bah, ce site, qu'est-ce qui devient? Et des réflexions notamment de rétrocession à des gestionnaires d'espaces naturels comme des conservatoires d'espaces naturels, par exemple. Et très rapidement, alors bien sûr, comme j'ai essayé de le présenter, on voit que il y a des discussions sur l'efficacité réelle de la compensation écologique, par rapport à son objectif,
qui est l'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Pour plein de raisons. Et une des raisons, c'est que cette compensation écologique, elle est plus ou moins, et son application est plus ou moins détournée, comme dit une publication de Brian Padilla, par deux procédures que sont les procédures espèces protégées et loi sur l'eau. Pourquoi? Parce que la détermination du niveau d'enjeu, donc au tout début, enjeu sur le site sur lequel il va y avoir un impact, et puis même des impacts résiduels. Alors, c'est des méthodes qui se font plus ou moins à dire d'experts. Et systématiquement, les enjeux forts et les impacts résiduels significatifs portent sur des espèces protégées ou sur des zones humides, par exemple. Très peu sur de la biodiversité ordinaire ou sur une approche uniquement en fonction écologique. C'est un déclenchement, comme je vous l'ai dit, qui est principalement fait et porté via l'évaluation environnementale. Et l'évaluation environnementale, quand est-ce qu'un projet est soumis ou non à l'évaluation environnementale? C'est décrit par une nomenclature qui se trouve à l'annexe du R122 du code de l'environnement. Et quand on la regarde assez rapidement, vous pouvez voir que les seuils à la fois de soumission, alors au cas par cas ou à l'évaluation environnementale systématique, sont des seuils de nature différente, d'ailleurs, en fonction de la catégorie des projets. Mais par exemple, tous les projets qui vont déboucher sur une artificialisation des sols ne sont pas soumis à cette réflexion entre quels sont mes enjeux forts, quels sont mes impacts, comment je peux les éviter, réduire et comment je peux compenser les contreparties négatives. Il y a un spectre restreint, donc un champ d'application restreint. Et puis aussi, il y a un problème d'efficacité derrière, tout simplement. La plupart des mesures écologiques sont actuellement sur plutôt des mesures d'adaptation de gestion sur des terrains agricoles, et puis avec la difficulté du suivi et même du recensement de ces compensations écologiques, qui est encore très partielle. Mais il y a des évolutions en cours et puis des réflexions. Alors, par exemple, tout ce qui a été fait sur la loi climat et résilience, et puis ce sera peut-être plus explicite quand Marie le présentera. C'est plus ou moins de la séquence ERC appliquée au sol, dans l'idée. Après, dans le champ d'application, c'est un petit peu différent, mais on sent que finalement, une compensation écologique qui est réfléchi à l'échelle d'un territoire ou qui est réfléchi en fonction de d'autres objets que les espèces, les habitats euh, protégés que je vous ai détaillés avant. Ça permet de élargir au maximum le champ d'action de la séquence et donc son efficacité. Et puis, il y a aussi l'évolution des SNC vers les SNCRR. Alors, l'idée, c'est, je vous ai dit, il y a un SNC en France, et ça aussi, peut-être qu'Antoine pourra en dire un mot. Il y a des difficultés en termes derrière aussi de modèle économique de ces éléments, parce qu'il y a un risque assez fort entre l'avance des coûts liés à la restauration et puis la vente des unités de compensation, avec les règles en plus d'équivalence écologique et d'instruction que je ne vous ai pas détaillées ici. Alors, l'idée du législateur avec le projet de loi Industrie verte, c'est d'associer et de rapprocher deux concepts: la compensation écologique anticipée par l'offre et la compensation carbone volontaire, pour que sur un site, on puisse faire des travaux de restauration pour répondre à des obligations, mais aussi pour répondre à des démarches volontaires. Ce qui permet voilà, d'avoir quand même un dispositif qui a une nature différente, avec des décrets d'application qui restent, qui sont encore à venir et qui ne sont pas encore déterminés. La seule chose que je peux dire aussi, pour ceux qui connaissent un peu plus les dispositifs, par rapport à l'ancienne version SNC, le SNCRR permet qu'un porteur de projet de SNCRR vende les unités à soi-même, ce qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire que, par exemple, pour un grand port maritime, aéroport de Paris, un carrier qui dispose à la fois du foncier sur lequel il va faire ses projets, où il va y avoir des impacts, et du foncier sur lequel il peut faire des actions de compensation, il peut se dire: je fais une planification de mon ERC écologique à l'échelle de
voilà, de l'ensemble de mon périmètre. Et comme j'ai quand même c'est assez facile d'anticiper les impacts, vu que voilà, ça fait partie de mon programme, mon plan d'action, c'est plus facile d'anticiper, mes besoins en compensation et de le faire sur, un foncier qui m'est propre. Donc finalement, c'est une même personne qui fait ses unités de compensation et qui se les vend à soi-même. Voilà, voilà pour la compensation écologique. Hem et je ne sais pas si, Il y a des questions? il y a pas de questions à ce stade. N'hésitez pas, mais sinon on peut continuer sur le deuxième focus et puis, répondre aux questions par la suite, si ça te va, Marie? Très bien. Bah, écoutez, je passe au 2e focus, donc qui s'inscrit effectivement dans la partie des démarches réglementaires, donc qui est la renaturation au sens du ZAN. Donc là aussi, vous allez voir qu'on va à nouveau rentrer dans la logique de petites distinctions et de différences d'approche. Alors, d'abord, qu'est-ce que la renaturation au sens du ZAN? Donc c'est décrit, dans le code d'urbanisme, ça a été introduit par la loi climat et résilience. Là, voilà, c'est des choses qu'on vous a beaucoup répétées ces dernières années et donc la renaturation, c'est à comprendre, alors tel que c'est exprimé sur cette diapo, comme une des variables de l'équation qui permet d'aboutir, au calcul de l'artificialisation nette des sols et donc d'aboutir in fine au zéro artificialisation nette. Donc la renaturation, elle est vraiment conçue, comme quasi synonyme ou en mise en avec la notion de désartificialisation. Et d'abord le texte le dit, hein, la renaturation d'un sol ou désartificialisation consiste en des actions et des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. Donc, il y a beaucoup de notions qui sont introduites dans cette définition, mais donc on voit bien que peut-être le point, assez significatif, c'est cette notion de transformer un sol artificialisé en sol non artificialisé et dans cette logique, enfin et voilà, tel que ça apparaît dans le code de l'urbanisme et le fait est que c'est une notion on retrouve dans d'autres textes des notions qui sont assez proches, et qui permettent, voilà, de donner aussi quelques précisions sur cette notion. Puisque dans le code du commerce, en lien avec, les éléments, relatifs à l'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale, on a la notion de compensation artificialisation. Donc là, dans cette idée, on a la notion de compensation qui est intervenue, enfin qui intervient alors qu'elle n'est pas formulée en tant que telle, dans le texte du code de l'urbanisme et donc du coup, une réintroduction de la séquence ORC dans cette logique, alors que c'était à nouveau pas formulé comme tel précédemment et une autre définition, une autre apparition de la notion d'artificialisation des sols, en lien là également avec la séquence ERC, lorsqu'il est décrit dans le code de l'environnement, ce qui relève de la, définition de l'étude d'impact. Donc on a l'intérêt, de ces autres mentions, dans les autres textes, c'est vraiment de préciser cette notion en lien avec la séquence ERC et de clairement associer cette, question de la désartificialisation et de la renaturation au sens du ZAN en lien avec des projets d'aménagement qui seraient artificialisants et donc c'est aussi, c'est une autre manière de poser la balance entre, projet artificialisant, on va dire et désartificialisation, renaturation au sens du ZAN. Alors, si on parle d'équation, c'est un petit peu alors, pardon, il y a une petite animation. Oui, si quand on parle d'équation, c'est un peu, comment dire? Une version, un peu restrictive et assez fausse de ce qu'est la notion de restauration au sens du zen, parce que là, effectivement, on n'est pas dans une approche qui est quantitative. Heu, Derrière cette idée de restauration au sens du zen, on va mettre l'accent sur un des paramètres, une des enfin, un des para on va dire, une des dimensions de la biodiversité qui est, la question du sol et c'est, ce que beaucoup appellent cette troisième dimension, dans la réflexion sur le foncier en prenant en compte, voilà, la dimension souterraine, en lien avec en se disant, bah, le sol, par rapport à la définition que j'avais donnée en introduction sur la biodiversité, c'est à la fois donc dans le cadre de la définition de la biodiversité, c'est plutôt un milieu qui va accueillir des espèces,
Donc là, les chiffres qu'il y a sur la diapo, hein, 65 des espèces d'insectes sont menacées par l'artificialisation des sols, donc indissociable de la notion de biodiversité. Et puis, c'est à la fois lié à une notion, enfin, à la fourniture d'un bien et à la fourniture de services. À fourniture d'un bien, c'est évidemment les ressources alimentaires, c'est le premier élément dont on pense, le premier type de bien, première ressource à laquelle on peut penser, et des services, parce que la question du sol va jouer un rôle. Alors, là, dans la diapo, c'est présenté un idée négatif, à savoir l'artificialisation est une menace pour, enfin, va contribuer à augmenter le changement climatique et va renforcer nos difficultés d'adaptation. Mais dit positivement, le sol peut être pourvoyeur de services qui va favoriser l'adaptation au changement climatique et l'atténuation du changement climatique. Alors, à titre d'exemple, la captation carbone ou la lutte contre le ruissellement. Donc, voilà, donc finalement la renaturation au sens design, c'est un terme d'une équation, mais aussi l'intégration d'une réflexion sur le sol, dans, le propos, enfin, dans cette réflexion-là, dans la biodiversité. Alexia, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Parce que comme tu as allumé ta caméra, très bien. Peut-être aussi pourquoi la renaturation? Alors c'est une autre manière de poser la question, c'est si on se passe du point de vue du point de vue des acteurs. Quel est l'intérêt à agir, en faveur de la renaturation? Alors, bah, finalement, pourquoi préserver les sols? Dit autrement, pourquoi préserver les sols? Bah, du point de vue de la collectivité, on l'a dit, c'est lié aux différentes fonctions que peut jouer le sol sur les territoires et dans la vie et dans notre vie, sur l'atténuation au changement climatique. Mais plus largement, c'est un paramètre qui est de plus en plus pris en compte dans l'évolution des projets d'aménagement. Et aujourd'hui, pour donner un exemple sur lequel on pourra revenir, dans les projets que je suis susceptible d'accompagner dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, on a de plus en plus de collectivités qui voient dans la renaturation une possibilité d'évolution dans le cadre de l'évolution de friches industrielles, sur lequel il n'y a pas d'autres, enfin, elles ne voient pas d'autres pistes en termes de programmation, et donc du coup, ça devient une autre manière de penser le projet urbain et de valoriser le foncier, sur le territoire. Du point de vue, d'un aménageur, d'un point de vue d'un promoteur privé, on a une logique qui peut être un peu différente. Bon, évidemment, ils sont tenus de s'inscrire dans ce cadre réglementaire et ils sont fortement impactés par le ZAN qui va, qui pose le principe de la finitude de la ressource foncière et qui va impacter les modèles économiques de ces acteurs privés. Et du coup, la question qui peut se poser, c'est quelle est la valeur, de ces espaces renaturés? Comment on peut leur attribuer, enfin, on peut considérer que c'est un actif un actif qui a une valeur et qu'on peut à ce titre, sur lequel on peut à ce titre, intervenir. Ce qui est peut-être important aussi à travers ça, à travers l'intérêt à agir, c'est qu'on se rend compte que on n'est pas toujours dans un cas d'artificialisation, enfin de renaturation au sens du ZAN. C'est-à-dire que, la préservation et la restauration des fonctionnalités, des sols dans le cadre d'un projet territoire, oui, ça peut être pris en compte, dans la comptabilisation, des espaces artificialisés, et puis on reviendra sur ce sujet après. Mais, dans d'autres cas, toute action de renaturation ne compte pas comme, je veux dire, va pas compter au sens du ZAN comme un élément de désartificialisation, ou d'abord parce que l'espace sur lequel, on va intervenir est déjà considéré comme un espace désartificialisé au sens du ZAN, et donc on est plutôt dans une logique de gain écologique, ou parce qu'on est dans des logiques de projets qui ne sont pas, enfin, dans lequel il y a pas de réflexion sur, l'équivalence, et cetera. Heu, de fait, ça c'est le point qui est très important. Donc aujourd'hui, on se dit: «Bah, c'est quand même plus facile de travailler sur l'artificialisation au sens du ZAN parce que ça y est, on a un cadre des références. Il est tout frais, il a été réactualisé, il date de novembre 2023, puisqu'il y a eu un nouveau décret qui a posé, le listing, enfin la nomenclature des surfaces artificialisées et des surfaces non artificialisées. Donc le tableau, il est assez, il paraît très clair. Il y a première catégorie, surface artificialisée, première catégorie, surface non artificialisée, et dans les surfaces non artificialisées, il y a les surfaces naturelles dont les sols sont nus, il y a les surfaces à usage de culture dont les sols sont soit arables, soit végétalisés, donc les espaces agricoles, et différents types d'espaces qui sont végétalisés et dans lequel, enfin,
avec différents usages existants. Et donc cette distinction, elle, entre que le décret introduit sur surface artificialisée et surface non artificialisée, bah, elle vient appuyer ce que je disais précédemment sur les différentes formes de renaturation. En fait, si, on applique de la renaturation en espace urbain, voilà, je reprends mon exemple tout à l'heure, une ancienne friche industrielle, là, effectivement, on peut passer du stade de surface artificialisée et à surface non artificialisée. En revanche, si le point de départ, c'est un sol nu, une terre agricole qui est considérée par le texte comme une surface non artificialisée, mais qui, pour autant, n'ont plus aucun au plus de fonctionnalité écologique, ne plus, enfin, n'ont plus de place pour la biodiversité, ben, en fait, cette restauration qui est nécessaire, enfin, et qui peut, et qui va apporter des gains en termes de restauration de fonctionnalité écologique, elle ne sera pas comptabilisée comme de la restauration au sens du ZAN. Donc c'est pour ça qu'il faut, peut-être avoir cette distinction en tête, et j'insiste peut-être un peu trop lourdement sur ce sujet. Vous voyez dans le tableau initial qu'avait présenté à Alexia, hein, cette question de restauration, elle apparaissait 2 fois, et là aussi la frontière est un peu ténue. Si vous menez des travaux de renaturation, ça peut avoir des bénéfices, même si ça va avoir des bénéfices, même si c'est pas comptabilisé dans la future équation, ou dans l'équation qui va aboutir à la trajectoire zéro artificialisation nette. Sur, les modalités de mise en œuvre, je ne vais pas forcément m'y attarder. On est, comment dire? On a une trajectoire qui est plus linéaire, en fait, où on part de l'existant sans il y a pas forcément, enfin, voilà, c'est peut-être ce schéma, il est à mettre en vis-à-vis au schéma d'Alexia par rapport à la compensation, parce qu'on est dans une logique un peu différente. On part d'un état existant et on va chercher à générer un gain net en termes de biodiversité. On va chercher à restaurer les fonctionnalités des sols. Donc bon, le schéma, il m'amuse parce que finalement, il joue son rôle de schématisation, justement. Il y a vraiment cette première étape qui va être de déconstruire et d'enlever la dimension urbaine, du site. Donc ça va être, déconstruction du bâtiment, ça va être la désimperméabilisation des sols et une étape qui est souvent nécessaire, c'est la question de la dépollution. Parce que là aussi, petite parenthèse, on a aussi certains projets où, les collectivités vont, enfin, certains projets, sur lesquels on travaille de renaturation, qui sont présentés comme la renaturation de friches, mais les enjeux de dépollution sont tels qu'en fait, ça va pas être de la véritable restauration des sols. On va, couler une dalle de béton à une certaine profondeur et après on va végétaliser en surface pour en faire un lieu attractif, mais on va chercher à contenir la pollution plutôt que rentrer dans des travaux très lourds de dépollution. Donc là aussi, importance des distinctions, et après entrer dans des actions, de réhabilitation des fonctions des sols et de végétalisation. Donc, est-ce que vous avez des questions, ou est-ce que je passe la parole à Antoine qui va parler de coopérative carbone? Oui, je pense qu'Antoine, tu peux y aller. Très bien. Alors peut-être, pour, en guise d'introduction, juste bien comprendre, quand on parle de carbone, en fait, il y a 2 grands marchés. Il y a un marché qui est, réglementaire, on parle de quotas carbone, en fait, qui sont, le fruit de certains, protocoles onusiens, datant de 2005, qui ont permis à plusieurs régions du monde, notamment l'Europe, en fait, de définir pour un certain nombre de secteurs d'activité des émissions maximum qu'elles pouvaient émettre chaque année et de compenser si elles dépassaient ces seuils. Donc ça, c'est les quotas réglementaires avec, certaines polémiques, certains biais, notamment une série qui je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder récemment, mais qui permet voilà, de montrer qu'il y a eu, certaines anomalies qui ont été corrigées depuis, et c'est un mécanisme qui fonctionne bien et qui permet d'avoir une trajectoire pour atteindre, en fait, une neutralité carbone au niveau d'un certain nombre de secteurs d'activité industrielle au niveau de l'Europe, vers une neutralité carbone. Aujourd'hui, les coopératives carbone dont on va parler, on se place dans un cadre volontaire, donc qui est totalement différent du marché réglementaire. Volontaire, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des démarches, provenant majoritairement d'entreprises, publiques, privées, même des ministères, en fait, qui font un bilan carbone d'un certain nombre de pans de leur activité, que ce soit, leurs achats, le déplacement des collaborateurs,
la consommation de CO2 des bâtiments par rapport au chauffage. Il y a un bilan carbone qui est fait annuellement. Et dans le cadre de démarches de responsabilité sociale des entreprises, vont chercher des projets qui permettent de compenser l'impact carbone de l'entreprise. Donc pour ce faire, il y a un certain nombre de projets qui ont été mis en œuvre. C'est un marché qui existe à peu près une quinzaine d'années, majoritairement au niveau international, pour restaurer à la fois des mangroves, la lutte contre l'artificialisation, contre la déforestation, la réduction d'émissions liées à des améliorations de systèmes de chauffage ou de brûleurs dans des pays en voie de développement, avec des méthodologies qui permettent de certifier qu'il y ait bien eu tant de tonnes de CO2 qui ont été séquestrées. Donc ça, c'était plutôt ce qui s'est passé, on va dire, les 10-15 dernières années. Et depuis à peu près 2019, le ministère de la Transition écologique et le MTES a mis en place un système qui s'appelle le label bas carbone, dont l'idée, en fait, est, sur le territoire français, de mettre à disposition de porteurs de projets, qui peuvent être des particuliers ou des collectivités, des méthodes pour faire certifier des projets et donc utiliser le financement issu des crédits carbone volontaires pour faire de la renaturation. Donc ça peut être de la plantation de haies, ça peut être de la restauration de tourbières, ça peut être de la restauration de parcelles forestières dégradées ou par exemple en Bretagne, notamment de mettre en place de l'agriculture régénérative, donc sans labour, avec un couvert permanent, avec une rotation de 3 cultures dans l'année. Donc en fait, tous ces projets sont certifiés, permettent d'identifier le nombre de tonnes de CO2 qui sont émis et de les vendre donc à des entreprises, comme je vous disais, qui sont intéressées pour leur bilan carbone annuel. En France, il y a une initiative que la Banque des Territoires suit et accompagne au niveau de la direction d'investissement, qui sont les coopératives carbone. En fait, les coopératives carbone, en bon français, c'est un broker, c'est-à-dire que ça met en relation des porteurs de projets, donc des personnes qui sont intéressées pour obtenir des financements pour faire de la renaturation, et des financeurs, donc c'est la partie à gauche, qui sont les entreprises. Et donc la coopérative va faire l'intermédiaire et va agréger, va permettre d'avoir du volume. Donc c'est des coopératives qu'on accompagne. Il y en a pour le moment deux en service, entre guillemets, en France. Il y a la coopérative de La Rochelle et la coopérative de Paris. Donc, c'est des coopératives dans lesquelles on est actionnaire et qu'on accompagne dans leur développement, à la fois pour que des porteurs de projets passent par la coopérative et puis de pouvoir être financeur aussi de ces projets. Donc, Alexia, tu peux passer la slide d'après parce que j'ai pas la main sur le... Voilà. Donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la majorité des entreprises qui, depuis une quinzaine d'années, n'avaient pas de projet en France parce qu'il n'y a pas de méthode qui permettait de faire certifier des projets de renaturation et d'émettre des crédits carbone volontaires. En fait, il y a une vraie tendance à vouloir recentrer la compensation au niveau local, pour une raison qui est autre que la séquestration carbone. En fait, c'est c'est des projets de territoire. Donc, c'est des projets de territoire avec des femmes, des hommes, des ONG, des associations qui vont mettre en œuvre ces projets. Et donc, au-delà de l'aspect purement compensation carbone et de dire on est neutre en carbone pour les entreprises dans leur démarche RSE, c'est plutôt de dire on a des projets avec un impact sur le territoire au plus près de nos émissions et qu'on peut suivre dans le temps. Et donc, nous, c'est une démarche qu'on accompagne parce que pour nous, elle a du sens, elle fait partie intégrante de justement d'avoir un impact assez fin au niveau des territoires. Et c'est un des leviers, donc Alexia et Marie vous ont expliqué l'ensemble des outils qui sont en faveur de la renaturation. Et en fait, les crédits carbone volontaires sont un des outils. Ce n'est pas la solution, c'est un des outils. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est des outils qui fonctionnent plutôt pas mal, qui ont pas mal de recul parce qu'il y a une quinzaine d'années. Il y a eu pas mal de biais méthodologiques, etc., qui ont été corrigés. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt efficient.
bien compris, et donc c'est quelque chose qui se développe. Les crédits carbone volontaires, juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport au crédit biodiversité, nous, ce qu'on pense, et c'est un avis assez personnel, mais c'est un avis qui, à mon avis, doit être apprécié en tant que tel, c'est que il faut faire extrêmement attention dans ces projets au risque de greenwashing. Donc, c'est en fait de communiquer sur des projets en fait qui ont peu d'impact ou en fait on communique beaucoup trop par rapport à la réalité des choses. Et donc, les méthodes qui doivent être en place doivent être extrêmement robustes. Et les méthodes au niveau français sont validées par un comité scientifique indépendant qui dépend du ministère de la Transition énergétique et de la transition écologique, qui est extrêmement rigoureux. Et donc, c'est important pour arriver à allouer de la ressource financière à des projets de renaturation, que les méthodes soient robustes et qu'il n'y ait pas de risque de greenwashing, parce que nous, c'est ce qu'on essaye d'éviter, et c'est pour ça qu'on pense que le label bas carbone est une bonne chose, et que les méthodologies, au lieu de créer des crédits biodiversité, les méthodologies carbone peuvent intégrer justement des indicateurs autres que les tonnes de carbone séquestrées ou réduites, en intégrant d'autres critères qui peuvent être la qualité de l'eau, qui peut être la qualité des sols, etc., etc., ou même des espèces endémiques qui auraient permis d'être réintroduites, etc. Donc, l'outil carbone est un outil qui fonctionne bien, qui a ses limites, mais qui, dans la panoplie des outils qui sont disponibles, est un des vecteurs qui a du sens et surtout qui crée des projets sur le territoire. La coopérative, par exemple, de Paris a plus de 150 projets en cours. Donc, nous, tout ça, c'est des choses qui nous intéressent et ce qui permet d'avoir de l'impact. Voilà. Donc, c'est un petit retour d'expérience sur les 2 coopératives qu'on a et qu'on est content d'accompagner. Et si Antoine, vous il y avez a des une questions, je ne sais pas si question. vous avez des questions, je n'ai pas regardé. Oui, tout à fait. Il y en a une. Si il y a un projet, ou quelqu'un porte un projet de réduction d'émissions de carbone, est-ce que si on vous en fait part, on peut assurer la mise en lien pour obtenir un financement du projet? Euh, et si oui, Oui, qui bah, contacter? vous pouvez me faire un mail si vous avez des projets de compensation carbone. Enfin, là, que je comprends, c'est plutôt l'idée d'avoir un porteur de projet, c'est bien ça. Et donc, oui, oui, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail où je vous le donnerai, il y a aucun souci, et je pourrais vous mettre en relation. Alors, nous, on travaille avec les coopératives carbone, mais on travaille aussi avec d'autres acteurs qui peuvent soit vous permettre de faire certifier, labelliser vos projets, et puis aussi de pouvoir les vendre, parce que l'idée après, c'est de trouver des financeurs. Et c'est pour ça que les coopératives sont intéressantes, parce qu'elles ont en fait un carnet d'adresses aussi de financeurs qui sont susceptibles d'acheter ces projets pour leur qualité, parce que les coopératives, c'est des sociétés avec des personnes qui sont dedans, qui sont intéressées pour la qualité des projets, l'aspect humain, le travail, à titre d'exemple, par exemple, plantation de haies, en faisant intervenir des écoles primaires et collèges pour que en fait, les personnes qui plantent, ce soit aussi des élèves, pour qu'ils soient sensibilisés, qu'il y ait un aspect formation, etc. Donc c'est assez intéressant, et donc c'est une démarche, c'est une démarche et c'est une aventure à raconter. Donc voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de souci pour vous mettre en relation. On a un bon ancrage sur l'écosystème du carbone en France depuis qu'on y travaille. Merci Antoine. Il y avait une question aussi pour Marie, finalement, sur la session renaturation. Pour la renaturation, y a-t-il un seuil pour le décapage du sol artificialisé pour retrouver les fonctions naturelles du sol? Et faut-il valider avec un écologue? Est-ce que tu sais y répondre, Alexia? Voilà. Et sur le seuil, je pense que ça mérite quelques... Et puis, je vais vous envoyer un lien sur plusieurs exemples qui ont été notamment repris par l'OFB dans un petit guide assez facile à lire. Il me semble pas qu'il y ait un seuil universel sur de profondeur, de décapage pour avoir
pour retrouver toutes les fonctionnalités des sols. À mon avis, ça va jouer au cas par cas, mais bon, ça reste à vérifier avec des professionnels de techniques gynécologiques. Par contre, sur le faut-il valider avec un écologue, hein, ce qu'on peut voir en tout cas, et puis Marie, peut-être tu pourras en dire un mot. Ce sont des études en général où les compétences à la fois naturalistes et puis aussi cité sols pollués sont nécessaires. Avec la gestion à la fois des terres à excaver ou du matériel qui peuvent être pollués, et puis après, bien sûr, la partie écologue sur les travaux de restauration. Mais peut-être dans tes études, Marie, c'est ce que tu as pu voir sur les Oui, friches dont tu en parlais. fait Voilà. oui, en fait, c'est vraiment ça. En fait, c'est des études qui nécessitent de mobiliser comme une ingénierie spécialisée qui est très, enfin, qui est assez conséquente et qui est pas toujours accessible. Mais je pense qu'après on pourra revenir un peu sur les quand on sera sur la partie méthodo, sur, bien identifier au moment de la conception du projet, voilà les différentes études nécessaires et donc les différentes expertises à mobiliser parce qu'en fait c'est pas toujours la solution de facilité, en fait, de s'engager dans ce type de projet. Peut-être pour terminer sur les focus, passer un peu rapidement sur le dernier parce qu'il est quand même assez particulier, qui est celui de la nature en ville, hein, mais qui reprend un certain nombre d'éléments qu'on a vus ensemble. D'abord, bah, qu'est-ce que c'est la nature en ville? Heu, Finalement, ça peut recouvrir beaucoup de choses et j'aime bien la distinction qui a été proposée par le CEREMA qui dit, bah, en fait, la nature en ville, on peut en distinguer 3 qui est une int le premier élément, c'est la nature un peu sauvage, spontanée, qui enfin, j'allais dire la vraie nature, le côté, on va dire espace naturel et aujourd'hui elle est en partie rêvée, idéalisée. Heu, la 2e catégorie, c'est une nature entretenue et magnifiée. Alors, ça va être le comment dire? Le parterre de fleurs et le jardin à la française, qui a vraiment une dimension, on va dire esthétique, mais dont on sait que la dimension, biodiversité est assez faible. Souvent là, dans des missions qu'on a pu faire, la conclusion était que la biodiversité est plus préservée dans le cimetière de la ville que dans le parc, qui est sur la place principale, parce que justement on est sur un espace très entretenu et très beau. Et le dernier élément qui est vraiment c'est ce à quoi on fait référence de plus en plus aujourd'hui en parlant de nature en ville, c'est cette nature aménagée, exploitée, dans lequel on va valoriser les services. Enfin, on va considérer qu'elle va fournir des services et c'est ces services qu'on va chercher à démultiplier, en l'entretenant, en l'aménageant et pour valoriser ces fonctionnalités-là. Comme, comme ce qu'indiquait, Alexia, sur la question de la biodiversité, bah, sur la question de la nature en ville, c'est jamais le point d'entrée, principal, des politiques publiques, sur lesquelles on intervient. Finalement, la nature en ville, c'est un moyen. C'est un moyen au service de l'attractivité du territoire, c'est un moyen au service de la lutte contre le changement climatique et l'adaptation au changement climatique et c'est un moyen pour, en lien avec, ce dont je parlais tout à l'heure sur la restauration et la renaturation, en un levier au service de la des stratégies foncières et de la sobriété foncière. Donc c'est vraiment autour de cette notion de service, qu'on peut penser et que ça a un intérêt d'investiguer le sujet de la nature en ville, à partir du moment où la nature permet de fournir des solutions fondées sur la nature, qui permettent de tirer profit des différentes fonctions écologiques, des différentes fonctions, qui sont fournies par cette nature en matière de protection de la biodiversité, en matière d'adaptation au changement climatique, en matière de qualité, d'impact sur la santé, par exemple. Alors, comme vous avez remarqué, on aime bien les distinctions dans ce webinaire. La nature en ville, on peut aussi la concevoir sous forme de gradient, dont le niveau le plus, abouti serait la restauration, enfin la renaturation telle que on l'évoquait précédemment. Mais en fait, il y a des niveaux intermédiaires qui ont des avantages, qui peuvent fournir un certain nombre de services et qui, bah, voilà, mais qui ne fournissent pas d'autres, mais qui n'en fournissent pas d'autres. Le premier niveau qui est un peu le rang 1 de la nature en ville, c'est ce qui va relever, de la végétalisation, qui prend souvent la forme d'une nature qui est hors sol, mais enfin, donc de pots et cetera, de plantations ponctuelles, mais pas de logique, globale, de transformation du sol et alors,
on peut considérer que c'est une solution à minima. Parfois, cette solution à minima, c'est la seule qui est possible parce que c'est compliqué, le sol, la voirie ne permet pas d'introduire des travaux, importants de renaturation et donc du coup, simplement, installer de la végétation, sur le parvis, de la place de l'hôtel de ville, ça permet déjà, d'apporter de la fraîcheur et donc d'être déjà dans une logique d'adaptation au changement climatique, de favoriser une part de biodiversité et effectivement de répondre à l'objectif initial, d'amélioration du cadre de vie. Le le 2e niveau, qui est la question de la désimperméabilisation, c'est vraiment l'idée là, pour le coup, l'accent, il est surtout mis sur, l'intervention sur, la qualité du sol et sur, la suppression des revêtements ou des constructions qui sont sur le sol et qui perturbent le cycle de l'eau, pardon. Et donc c'est souvent en lien avec cette notion alors c'est dans le terme désimperméabilisation, c'est lié, nécessairement à la question de la gestion de la ressource en eau et ce sont c'est des solutions qui sont poussées notamment dans une logique de réduction du risque inondation, mais qui ont également d'autres impacts, là aussi par exemple, là aussi dans le rafraîchissement des villes. Le dernier niveau, c'est la question de la renaturation. J'en ai parlé, donc je j'y reviens pas. Ce qui est intéressant quand on travaille sur la nature en ville, c'est qu'on se rend compte que la problématique, elle est un peu différente et les solutions, elles sont un peu différentes selon les espaces sur lesquels on intervient et on se rend compte qu'en fait, la typologie des espaces de la nature en ville, elle est très large. Elle est assez riche. Il y a finalement tout est potentiellement, espace de la nature en ville, mais avec des problématiques différentes. Par exemple, le 1er pro enfin, l je pense j'aurais dû intervertir les deux petites images, mais finalement, ce qui paraît le plus évident, pour le développer la nature en ville, c'est, les espaces publics. Ça va être, favoriser, la place de la na enfin, favoriser cette transformation des espaces publics, à minima leur végétalisation pour, le rendre plus agréable, voire, rendre, l'environnement moins chaud. Mais en fait, il y a d'autres cas qui sont tout à fait, qui sont à prendre en compte. Par exemple, la question des squares et jardins, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une ville qui est pourvue en termes de squares et jardins qui sont très aménagés, c'est pas forcément des espaces qui sont propices aux services écosystémiques et qui sont pas, très propices et à la préservation de la biodiversité parce qu'on est sur des espaces très aménagés. Donc du coup, il y a aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de nouvelles approches de la gestion des espaces verts qui sont beaucoup plus soucieux de cette préservation de la biodiversité et qui s'inscrivent de plus en plus dans la logique de nature en ville dont on parle aujourd'hui. 3e exemple, le cas des friches. Donc là, vraiment dans une logique essentiellement de renaturation, donc j'y reviens pas, j'en ai parlé à travers la question du ZAN. 4e cas, la question des cours d'école. Là, dans une logique qui est à la fois une logique d'adaptation au changement climatique, de rafraîchissement des cours d'école, de gestion de l'eau dans les cours d'école et une logique qui est pédagogique parce que restaurer la nature en ville, c'est faciliter le contact des enfants à la nature et en faire un support de la formation, de l'éducation et du jeu des enfants. Je continue à balayer cette typologie. Aujourd'hui, on parle beaucoup des parkings, essentiellement dans une logique de désimperméabilisation. Aujourd'hui, alors, quels que soient les types de parking, mais finalement, c'est des actions qui peuvent être menées, qui peuvent être mises en œuvre assez facilement dans une logique de lutte contre le ruissellement, de lutte contre les inondations, et c'est des initiatives qu'on voit de plus en plus. Et deux derniers cas, là aussi j'aurais dû switcher. La question des berges et des cours d'eau, à travers, la restauration des berges, par exemple, à travers la mise en valeur des cours d'eau. On retrouve l'ensemble de ces enjeux. Alors aujourd'hui, ces interventions, elles sont beaucoup pensées sur des espaces qui ont été beaucoup canalisés, qui ont parfois été recouverts ou des berges qui ont été beaucoup dégradées par la présence humaine et donc du coup, la restauration des berges, elle s'inscrit à la croisée de différents enjeux, des enjeux de gestion de l'eau, des enjeux de préservation de la biodiversité et puis cette dernière dimension qui est récréative, le fait de restaurer, d'aménager les berges des cours d'eau, ça conduit à des gains en termes de qualité de vie, en matière de loisirs, une véritable aménité dans les villes. Dernier élément auquel on ne pense pas toujours, qui est la question des espaces privés. En fait, nos villes, comportent un certain nombre d'espaces privés qui sont les cœurs d'îlots, qui sont des propriétés d'acteurs privés institutionnels, par exemple l'hôpital, machin ou ce type de choses, qui,
sont détenteurs, d'espaces verts, qui sont détenteurs d'espaces de nature, mais qui sont pas toujours préservés, dans lequel il y a des initiatives qui sont pas toujours, qui s'inscrivent pas toujours dans une logique liées à la favorables à la biodiversité, pardon. Et donc il y a tout un enjeu de les prendre en compte dans une réflexion sur la nature en ville, parce que ça peut avoir des bénéfices, par exemple en matière de lutte contre les îlots de chaleur urbains. Mais les leviers d'action sont évidemment pas les mêmes, parce qu'il va falloir aller être dans le partenariat, dans l'incitation et dans des logiques qui sont différentes quand on parle, de végétalisation de cœur d'îlot où, on peut intervenir plutôt sur, le cadre réglementaire pour imposer des choses aux propriétaires et ce qui va relever des fonciers qui appartiennent à des acteurs, enfin des propriétaires institutionnels qui sont considérés comme des espaces privés, mais sur lesquels on peut imaginer des partenariats et une intervention plus importante de la puissance publique. Peut-être pour terminer, sur ce volet, quelques points de vigilance, très rapidement. Heu, on voit bien, enfin, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette idée de gradient, selon les cas, les projets de nature en ville, ils peuvent avoir des impacts essentiellement sur le cadre de vie. Mais pas nécessairement sur la question de la biodiversité et la préservation des ressources. Donc il faut être bien au clair sur ce que les objectifs qui sont recherchés, parce que c'est des éléments qui sont à prendre dans une logique d'aide à la décision. Les 2 autres points peut-être de vigilance à avoir en tête, c'est l'anticipation des questions de l'entretien et de la gestion des espaces. Parce que forcément, pour dans le cadre par exemple, dans le cadre de la gestion d'un espace vert, s'occuper d'un jardin très aménagé avec comment dire? Des bosquets d'arbres et des parcelles de fleurs, c'est pas du tout le même travail que de, gérer une prairie qui a été laissée en l'état dans un espace, et sur lequel, il y a il y a des, comment dire? Des espèces qui se développent sans intervention humaine, donc c'est pas du tout le même métier. Il y a aussi des coûts, qui sont à anticiper et des impacts sur le fonctionnement de la collectivité. Dernier point aussi, oui, et autre exemple, hein, de ces questions d'entretien, pas alors ça c'est sur les espaces verts, ça peut être aussi sur les questions de voirie. Vous êtes beaucoup à nous dire: «Bah oui, très bien, la renaturation, de la voirie, c'est super pour l'adaptation au changement climatique. En revanche, moi, mon service, voirie, il veut pas du tout». Donc il y a aussi à arbitrer je dirais pas des conflits d'usage, mais des différents usages et des différentes approches pour définir un projet commun. Le dernier point peut-être à avoir en tête, c'est potentiellement, la prise en compte d'externalités négatives. Alors c'est pas ce qui est le plus évident quand on pense à la nature en ville, évidemment, parce qu'on valorise plutôt les services et les bénéfices de ces projets. Mais dans certains cas, donc effectivement, ces complexités d'entretien, ça peut être considéré comme une externalité négative, mais il y a d'autres impacts possibles. Par exemple, un impact sur la santé, parce que, voilà, plus de nature égale plus de pollen et donc potentiellement, des impacts sur la santé ou de la restauration de cours d'eau, et plus de moustiques. Donc il y a vraiment aussi cette dimension à prendre en compte. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, je suis passée un peu vite parce que je voulais qu'on puisse, terminer par la dernière partie. Ouh là, pardon. Marie, il Petit n'y a pas de questions à ce stade. OK, bah, je remets le support Et c'est et alors c'est une partie courte, je rassurez-vous. mentionnais avant. C'était quelques éléments de conclusion, mais à faire évoluer. On s'est dit, bah, pour revenir à notre, enjeu initial, de se dire cette colonne vertébrale là, où qu'on sent de biodiversité sur les projets de restauration et préservation, hem, comment concrètement, quels premiers éléments méthodologiques on peut mettre en place, pour pas avoir une approche outil, mais plutôt une approche, besoin territorial en lien avec des enjeux globaux, liés à la biodiversité? Donc, des grands mots et après la méthode, elle est assez simple et assez classique parce que, ce qu'on propose et ce qu'on se disait, les 2 premières étapes, alors finalement qu'on observe peut-être dans nos métiers qui sont, qu'on voit le moins et qui, vont déterminer après l'ensemble du projet territorial lié à la biodiversité, c'est la définition des objectifs. En lien avec les besoins territoriaux, quelles sont les finalités, les différentes finalités que je poursuis? En lien aussi avec les portes d'entrée qu'on vous a détaillées au début. Et puis une fois que les objectifs sont bien posés, quel va être le périmètre de mon projet? Et derrière, c'est quel va être déjà le foncier mobilisable pour répondre à mes objectifs déterminés précédemment?
Euh, Quelles aussi ressources financières on peut avoir à disposition pour faire répondre aux objectifs qui sont fixés? Et comment, vu l'insertion de ce foncier qui représente certaines parcelles à certains endroits, milieu urbain ou pas milieu urbain, en fonction de son insertion dans une trame paysagère plus vaste et de ses caractéristiques, notamment écologiques, qu'est-ce qui est possible de faire? Et une fois que ça est fait, alors bien sûr, là, c'est en frise, mais c'est fait de manière itérative, on va pouvoir définir au fur et à mesure un plan d'action et seulement à ce moment-là, identifier quel dispositif je peux mobiliser pour répondre à la fois aux objectifs, territoriaux et à la fois, à l'insertion et à la nature du foncier sur lequel je peux travailler. Et une fois que, voilà, il y a ce plan d'action, donc là, c'est, bon alors, on va prendre des exemples après, ce sera plus clair. Et la dernière étape, c'est la faisabilité, de la mise en place et de l'articulation des différents dispositifs en, là, allant plus précisément dans la structuration, alors à la fois technique, bien sûr, on en a beaucoup parlé, mais aussi juridique et financière, du projet dans son ensemble. Peut-être on peut commencer, Marie, par l'exemple 2 plutôt sur opérateur de compensation, parce qu'il illustre très bien ces 2 premières étapes et l'importance de ces 2 premières étapes. Aussi parce qu'on est sur une phase très amont, donc c'est un dossier qu'on a vu avec Antoine notamment. Donc là, c'est un exemple de réflexion d'une société d'aménagement sur une offre de compensation. Alors, au début, on a été plutôt saisi sur de la mise en place d'un outil qui est lié à la compensation écologique anticipée. Et puis, en discutant et en échangeant, finalement, les besoins territoriaux étaient plus vastes que ça. Et il y a eu une redéfinition du périmètre de la première étude, d'aller voir à la fois, oui, les besoins et les possibilités en termes de compensation écologique, mais pas seulement, d'ouvrir aussi à aller voir les potentialités en termes de compensation carbone volontaire, et puis même en termes de renaturation au sens du ZAN. Donc il y a eu, en redéfinissant les besoins, une ouverture du périmètre de l'étude. Alors certes, et puis on en discutait assez récemment, ça apporte une complexité d'ouvrir voilà, le périmètre aussi, donc c'est pas forcément toujours ce qu'il y a à faire, mais en tout cas de poser ses objectifs et d'en déduire le périmètre du projet. Ce qui fait qu'après, en fonction du foncier mobilisable, il y a aussi plus d'options qui s'ouvrent. On l'a vu, la compensation écologique, c'est tellement un cadre d'application restreint, voilà, que ça peut, on va dire, aussi restreindre l'opportunité et la faisabilité du projet. Et je m'en arrête là sur cet exemple. Je te laisse Marie prendre pour le deuxième. Bah, là aussi très rapidement, hein, c'est un exemple d'accompagnement qu'on a mené. Alors, là pour le coup, j'ai cité la ville auprès de la ville de Dieppe et en fait, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est le fait que l'accompagnement a vraiment procédé en entonnoir. À la fois avec un premier état des lieux qui était à l'échelle, de l'agglomération, afin d'élaborer un diagnostic écologique sur l'ensemble des problématiques en matière de biodiversité, et en matière de enfin en matière de nature sur, le territoire. Et très vite, on est rentré, alors la mission, elle concernait essentiellement le centre-ville et donc ce qui a été intéressant, c'est qu'elle a croisé, ce diagnostic écologique très vite avec un travail sur les attentes, des citadins. Il y a eu ce qu'ils ont appelé un diagnostic social qui a été réalisé pour justement, travailler sur les attentes, travailler sur l'acceptable et ce qui a permis d'aboutir à une première boîte à outils, à une première identification des enjeux. Et ce qui était intéressant, c'est que cette pré-identification des enjeux, elle a permis de faire évoluer les objectifs du projet. L'objectif initial, il était assez vague. Voilà, moi j'ai repris ce qu'il y avait dans les éléments de cadrage. Il y avait voilà, contribuer à la redynamisation du centre-ville et améliorer le cadre de vie. Donc c'était une approche qui pouvait être, qui était très orientée attractivité du territoire et pas du tout biodiversité. En fait, et en réfléchissant sur les enjeux et en déplaçant le focal, en réintroduisant la question du centre-ville, en le réintégrant dans un périmètre plus large, ça a
permis à la ville de prendre conscience qu'il y avait des enjeux écologiques et des enjeux de biodiversité qui étaient beaucoup plus, qui dépassaient le périmètre du centre-ville et qui dépassaient la question du cadre de vie. Et du coup, la 2e phase de l'étude, elle a réintroduit cette notion de continuité écologique, sans négliger les attentes initiales, mais réintroduit cette notion en identifiant 3 places du cœur de ville et en faisant des lieux clés pour réfléchir aux formes de la renaturation, enfin, de la nature en ville, avec l'idée qu'on était potentiellement sur des schémas qui étaient duplicables, donc sur d'autres espaces du territoire, donc il y avait 2 places et un parking et en fait, la mission, elle a permis de définir la programmation. Alors en fait, on est comme sur une opération d'aménagement, à part qu'on va pas programmer des bâtiments, et une opération immobilière, mais on va aussi se réfléchir à la définition des différentes zones, des différents espaces et de voir comment la place du végétal, elle s'articule avec les usages du site et les conflits d'usage potentiels dont je parlais, notamment la question du stationnement qui revient assez souvent. Et la dernière place de la mission, elle a permis de se dire: «Bon, très bien, comment je fais maintenant?» C'est des projets qui sont complexes, c'est des projets qui nécessitent des études dédiées. Bah, je les liste. Quelles sont les études techniques à réaliser? Quelles sont les procédures administratives, à déclencher? Quelles sont les contraintes qui pèsent sur le site? Comment je peux chiffrer ces projets pour arbitrer aussi en fonction de mon projet d'investissement, quels sont les projets sur lesquels j'interviendrai, par la suite et des premiers éléments de chiffrage, auxquels s'est adjoint une aide à la recherche de financement. Bah, Voilà, c'est je une propose que du coup très on s'en belle tienne là. transition. Voilà, alors peut-être pour aller plus loin, alors c'est pas uniquement les publications, on va renommer le titre. Alors la question du de la recherche de financement, on voulait l'évoquer rapidement pour terminer. On est sur des modèles qui sont difficiles à trouver. Il y a beaucoup de choses qui sont émergentes, hein, sur les modèles de la compensation avec la vente d'unités de compensation. Antoine a parlé du financement de la renaturation par les crédits carbone, enfin comment dire? Par le carbone. Mais, aujourd'hui, on reste sur des modèles qui sont difficiles à trouver. Si on reste sur des modèles traditionnels en termes d'aménagement, d'opérations d'aménagement, il n'y a pas forcément, de financement. Enfin, c'est des opérations qui sont déficitaires. Il n'y a pas forcément voilà, les actions de renaturation sont pas, enfin, rentrent pas, enfin, sont pas apportent pas des recettes dans le bilan de l'opération et donc quoi qu'il arrive, on est encore aujourd'hui soumis enfin, on doit nécessairement mobiliser les subventions, mobiliser des subventions. Aujourd'hui, il y a clairement un levier qui est le fonds vert et qui a vraiment apporté des solutions et qui a permis de débloquer des solutions et de remettre aussi à l'agenda ces opérations de renaturation parce qu'il y avait des leviers qui étaient dédiés. Mais en fait, il y a tout en fonction des sujets, il y a d'autres ressources qui sont mobilisables, qui soient par exemple les ressources qui sont liées à des financements européens, les ressources des agences de l'eau sur les projets qui sont liés à la gestion de l'eau, des financements qui sont apportés par, d'autres collectivités locales et notamment les niveaux régionaux et des initiatives qui sont prises par les acteurs privés. Sachant que ce soutien institutionnel, il n'est pas toujours que financier, il peut être aussi en ingénierie et c'est peut-être, le dernier, message que je voulais faire passer par rapport à ça. On est sur des projets qui s'improvisent pas et qui nécessitent, une ingénierie dédiée, qui est très importante dès la phase amont. Pas uniquement une ingénierie qui est liée à la connaissance écologique, enfin, il y a cette ingénierie qui est nécessaire sur, l'écologue, l'expert cité sol pollué dont parlait Alexia, qui sont indispensables, mais il y a d'autres éléments à prendre en tête qui sont liés, par exemple, au montage de l'opération et au financement de l'opération. Donc peut-être, dernier point, anticiper, cet aspect-là, parce que c'est pour moi une condition de faisabilité, des projets, quoi. Parfait et puis simplement, sans détailler plus que ça, mais on a classé, certaines ressources, à enrichir par dispositif. Voilà, avec, quelques guides clés, puis des outils. J'ai pas vu d'autres questions, mais n'hésitez pas. Et ben, on vous remercie, également. Bonne journée à J'espère vous. voilà, j'espère que ça aura pu essayer si ça n'a pas suscité de nouvelles questions, que ça aura pu vous apporter des éclaircissements Ah, et il y a une ah, question sur la ah, compensation écologique, sur quelle échelle?
qui est une très bonne question. Plus elle est planifiée à une échelle large, plus elle peut s'insérer dans une pertinence écologique importante. Après, c'est toujours, vous allez voir, il y a un endroit où a été cité l'identification des zones de renaturation préférentielles en lien avec la loi climat et résilience. Et vraiment, c'est cette idée de se dire, bon, sur un territoire, après, l'échelle est à déterminer en fonction du contexte territorial à chaque fois, mais sur un territoire, quelles sont les zones à enjeu fort que j'évite et quelles sont les zones que je peux restaurer et qui vont s'insérer notamment dans des corridors écologiques, des trames vertes ou des trames bleues. En très rapide, mais bon, voilà, c'est une question. La question de l'échelle, en effet, est très pertinente sur la compensation écologique. Et oui, vous aurez accès à tous les webinaires et surtout n'hésitez pas à nous dire voilà, si vous souhaiteriez des séquences spécifiques pour un dispositif. Et merci Antoine et Marie. Je vais clôturer l'enregistrement. Merci à toi. Merci à vous tous, très Merci bonne à journée. tous.